Non, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, qui fait partie de la CFA Condorcet, comme le troisième de cet après-midi, d'ailleurs, c'est François Delattre. Alors François, il nous vient de l'Université littorale Côte d'Opale, et puis plus précisément du labo UCF, comme c'est écrit sur son cliché que je vois apparaître à l'instant. Dans ces thématiques globales, il s'inscrit dans une thématique de substitution des produits d'origine pétrolière, et il s'intéresse particulièrement à des ressources végétales qu'il nomme lui-même dans son résumé, j'ai lu ça l'autre jour, ressources abandonnées. Alors, plus abandonnées du tout maintenant, puisque tu es là. Donc, les biomasses qui l'intéressent plus particulièrement sont les cultures de lin et du chanvre, mais aujourd'hui, je crois qu'il va nous parler plus précisément du lin et de la valorisation de ses coproduits. François, la balle est dans ton camp. Merci Arnaud, merci de me donner la possibilité de parler d'une thématique qui est chère à la Flandre, qui est la valorisation et la culture du lin. Hein. Donc c'est une thématique qui est portée par la région Hauts-de-France et également la communauté de communes des Hauts-de-Flandre, dans laquelle on se situe, nous, dans le Dunkerquois. Donc, je parle donc de la Flandre maritime. Donc, voilà. Donc, nous, le lin, comme vous le savez, est cultivé principalement donc, en Normandie et en Haute-Flandre. Et la particularité des Flandres, c'est qu'on va retrouver énormément de tailleurs de lin. Donc voilà, donc on a une grosse production et notamment également une production donc, de fibres de lin et de coproduits. Donc, ce que je nomme coproduits, donc c'est les produits issus du lin, donc notamment les ANA, et les résidus, donc ce sera les déchets de l'industrie théière. Voilà. Je voulais juste rajouter un petit mot parce qu'effectivement, j'aurai le plaisir de retrouver Grégory, je pense, la semaine prochaine. Il a peut-être oublié de citer le GDR de cavitation, donc, qui est une structure, puisque Arnaud, tu parlais de structure, qui est une structure donc, qui est dédiée à la cavitation ultrasonique. Donc voilà, donc en ce qui concerne le lin, donc le lin est bien connu des consommateurs en termes de textile. Hein, effectivement, on retrouve beaucoup de vertus à ce tissu. Mais aujourd'hui, il faut savoir que tous ces produits, ces déchets de biomasse sont utilisés notamment dans les composites. On a un marché qui arrive peut-être à maturité, puisqu'il y a à peu près 50% des consommateurs qui aujourd'hui achètent à l'occasion des produits issus de la biomasse, hein, des produits biosourcés, et encore 50% des consommateurs qui sont à convaincre. Mais les études montrent qu'effectivement, 34% d'entre eux ne consomment pas parce que finalement, ils n'ont pas connaissance. Donc, ça veut dire que globalement, il y a une marge de manœuvre assez importante en ce qui concerne ces produits issus des bioressources. Et donc, notamment, nous, on va s'intéresser au lin aujourd'hui. Donc, l'idée pour moi, c'est de vous présenter quelques chiffres et différentes opportunités liées à cette ressource. Donc, je vais revenir rapidement un petit peu sur on va dire la culture du lin en différentes étapes. Hein. Donc, le lin est semé à peu près au mois de mars. Hein. C'est une culture qui dure une centaine de jours et la floraison a lieu à peu près mi-juin. Bon, cette année, un petit peu avec un décalage d'une semaine en raison des conditions climatiques, puisqu'on a eu un temps relativement frais. Donc, ce sont ces jolies petites fleurs bleues que vous voyez donc sur le slide et derrière moi. Donc, je suis bien dans mon bureau. Hein, je ne suis pas en plein champ. Donc ensuite vient l'arrachage de ces fibres. Donc c'est bien un arrachage, hein, elles sont pas coupées. Et vient ensuite une période de rouissage qui va durer 6 semaines. Donc ce qu'on appelle un rouissage en champ. Auparavant, ce rouissage avait lieu. Donc on faisait un rouissage à l'eau, donc avec des méthodes assez polluantes puisque on rejetait énormément de composés organiques dans la nature. Donc ensuite,
après la période de rouissage vient la période de teillage. Donc, le teillage est une opération qui va consister à séparer la fibre du reste des composants de la plante. Hein. Donc, on va avoir des opérations de cardage, puis affinage, donc avec un certain nombre de passages. Donc, on peut voir ça comme une sorte de peignage de la fibre, hein, jusqu'à obtenir une belle fibre qui pourra être envoyée malheureusement donc aujourd'hui en Chine, d'où en fait un gros support des tutelles pour peut-être réorganiser une filière aujourd'hui en France. Safilin a cette volonté, les institutions aussi. Je sais que donc, dans le Grand Est, en Alsace, une filature est en train d'être mise en route. Voilà. Donc, nous, on essaye aussi de faire la même chose dans les Hauts-de-Flandre. Donc, quand on parle de ce teillage, on va récupérer donc les fibres, hein, de la filasse, donc les fils, des tiges, enfin des fibres longues, les anas, ce qu'on appelle la paille, hein, donc des déchets de carde, donc, qui sont aujourd'hui non valorisés, donc des anas plus des fibres courtes qui sont prises pendant les opérations de teillage, des étoupes, hein, fibres courtes, hein, et des poussières. Alors tout ça aujourd'hui est comment dire, valorisé plus ou moins bien, et j'ai oublié de mettre les graines dedans. Donc, j'ai mis 5 à 10 kg de graines pour 100 kg de fibres. Donc, une valorisation qui est encore assez faible dans la mesure où aujourd'hui les anas sont principalement brûlés. Et si on prend les graines, soit on en tire l'huile, mais globalement, le reste est donné aux cochons pour la nourriture. Donc, ils sont bien nourris, mais il y a encore beaucoup de matières à l'intérieur qui peuvent être valorisées. Donc voilà, donc c'est un petit peu l'idée de présenter les potentialités du lin à la SFR pour peut-être demain qu'il y ait plus de personnes qui ont envie de travailler sur cette plante. Moi, ça fait depuis 2015 que je suis tombé dedans, entre guillemets, et habitant sur le territoire, j'ai la volonté de développer ces thématiques. Donc, je reviens à ce que disait tout à l'heure Grégory, l'économie circulaire, et en tant que chercheur, apporter ma pierre à l'édifice pour développer cette bioéconomie dont, je rappelle, les régions Hauts-de-France et Grand Est ont signé un pacte qui reste comment dire, à être valorisé, puisqu'aujourd'hui, pour l'instant, seuls quelques prix sont donnés aux entrepreneurs, mais il n'y a pas encore véritablement de projets interrégions qui ont été bâtis. Donc, la culture du lin et également du chanvre, puisque la SFR fait partie, enfin, intègre le Grand Est. Donc, on est deux grandes régions qui représentent quand même une grande partie du territoire français. Donc, c'est plus de 136 000 hectares de culture, selon l'Observatoire national des ressources en biomasse, entre 140 et 160 000 selon la filière. Alors, la différence est liée au fait que les petites exploitations n'ont pas obligation de déclarer leurs chiffres, donc c'est pour ça la différence. Hein. Donc, globalement, quand je parle du lin, on est à 800 000 tonnes par an. Donc, là, on va prendre toute la tige, les graines y compris. Hein. Donc, dont 514 000 en Normandie et près de 300 000 en Hauts-de-France. Et c'est plus modeste dans le Grand Est, 5 000 tonnes de lin. Sur le chanvre, qui est une plante, on va dire, comparable hein, au lin, avec des très bonnes performances, on va dire, physico-chimiques et mécaniques, on est sur 66 000 tonnes, principalement au Grand Est. Donc là, je faisais une petite aparté sur le chanvre, mais je vais m'intéresser principalement au lin. Donc le lin, ici, bon, donc j'ai repris des données de l'ONRB. Là, on parle de paille, il faut entendre la fibre, hein, la tige complète.
Donc, on va retrouver la fibre longue qui représente presque un quart de la plante, des fibres plus courtes, 8 à 15%, 50% d'ANA, hein. Donc, l'équivalent pour le chanvre, c'est la chèvenote. Et ensuite, des poudres, des résidus qui sont valorisés aujourd'hui, soit en énergie, soit principalement en compost. Et donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que il y a quand même beaucoup de R&D à faire là-dessus pour apporter, on va dire, de la valeur ajoutée, puisqu'aujourd'hui, les ANA sont principalement utilisés dans le bâtiment pour faire des panneaux, des isolants, de la litière ou du paillage, hein. Donc, vous doutez bien qu'en termes de valorisation, on reste sur des valorisations assez faibles. Le kilo d'ANA, c'est environ 15 centimes le kilo. Donc voilà, et sinon pour le reste, c'est de l'énergie, donc on va le voir, c'est principalement brûlé. Donc je vais revenir sur quelques projets qui existent, qui sont aussi qui vont aboutir, je l'espère, hein. Donc je vais vous parler des ANA et donc des graines à l'intérieur des graines, notamment du mucilage. Et voilà, je ne parlerai pas de l'huile, hein. En un quart d'heure, il faut faire des choix. Donc aujourd'hui, les ANA, on les utilise pour la construction. Quand je parle d'ANA et fibres, je parle de déchets de teillage, hein, puisque la valorisation des fibres est principalement faite pour le textile. On ne va pas choisir des fibres pour faire des briques ou des composites, hein. On utilise des déchets. Donc aujourd'hui, ben, c'est fait déjà, hein. Puis vous allez me dire, bon, le béton à gros sourcés, ça existe depuis quand même le Moyen-Âge, au moins. Mais l'idée, c'est que demain, ça revienne à la mode. Alors, il a énormément de qualité, ce béton à gros sourcés. C'est d'une part, ça permet de faire des parois qui sont naturellement aérées, hein, et ça permet de valoriser cette biomasse qui aujourd'hui représente 400 000 tonnes sur l'ensemble de la production française. Donc, c'est énorme. Et voilà, donc plutôt que de brûler ou de faire du paillage, il y a quand même beaucoup d'autres choses à faire. Donc là, je vous présente un projet qui est une continuité finalement d'un projet qui avait été initié par l'Université d'Artois avec le laboratoire de génie civil et géo-environnement, hein, donc avec lesquels on a eu un projet PA2U, me semble, c'est comme ça que ça s'appelle, donc l'Alliance Artois avec l'Université d'Amiens. Donc l'idée, c'est d'utiliser les ANA pour faire du béton. Moi, ma contribution était liée au traitement ultrasonique des ANA avec un appareil semi-pilote qu'on a au laboratoire. Donc, effectivement, ça fonctionne bien. Et donc, le traitement ultrasonique permettait de traiter les ANA, enfin de libérer un certain nombre de composés organiques qui, visiblement, selon les spécialistes du génie civil, permettent peut-être d'améliorer, donc si on les supprime, d'améliorer le liant avec le ciment. Donc, bon, voilà, on obtient une bonne densité. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'introduire donc ces fameux déchets de carde, donc qui est mélange de fibres et d'ANA, puisqu'aujourd'hui, là, c'est brûlé. Et également, donc, d'introduire des géopolymères, donc, qui sont des polymères inorganiques. Et là aussi, l'idée, c'est d'utiliser des géopolymères qui soient biosourcés. Alors, on réfléchit à utiliser la matière première qui est disponible sur le territoire. Donc, par exemple, de la pierre ponce, vous allez me dire, la pierre ponce, ce n'est pas disponible dans la Flandre, mais on a un entrepreneur qui travaille avec avec l'Islande et qui, lui, a énormément de pierre ponce à sa disposition. Donc, voilà, donc ça, c'est un des projets dont on espère qu'il va pouvoir éclore, qui sera financé en partie par la communauté de communes des Hauts-de-Flandre, je l'espère par la région, et
voilà. Donc là, aujourd'hui, l'idée, c'est d'essayer de monter une bourse entre l'Artois et l'Ulco. C'est un peu compliqué, hein, donc j'en profite pour passer le message. C'est vrai que sur la bioéconomie, on veut développer des choses de façon interrégionale, mais aujourd'hui, on n'a pas encore la possibilité de financer des projets de recherche entre les deux régions, et notamment des thèses, puisque chaque université veut que la thèse soit chez elle, et vous comprendrez que ce n'est pas possible. Donc, il y a encore politiquement un certain nombre de choses, de verrous à faire sauter. Donc voilà, les ANA pour l'énergie, aujourd'hui, comme je l'ai dit, ben, c'est brûlé principalement. Alors, c'est intéressant parce que, comme vous pouvez le voir sur le tableau, sur la figure que j'ai mise ici, donc on voit que le rendement énergétique des ANA est très important, hein, par rapport, si on compare à d'autres plantes non, enfin, comment dire, non alimentaires. Quand on parle de paille de lin oléagineux, donc là, il faut entendre lin d'hiver. Donc le lin d'hiver, il est très intéressant. Il y a beaucoup les tailleurs réfléchissent à ça parce qu'effectivement, la problématique du taillage, et surtout, c'est le rouissage, hein, les conditions climatiques qui ne sont pas forcément toujours favorables. Donc, on essaye aussi de planter du lin en automne pour pouvoir récupérer des fibres au printemps ou au mois de mai. Et ce lin d'hiver comporte beaucoup plus de graines. Donc, on peut voir qu'effectivement, il y a un rendement énergétique favorable. Donc, aujourd'hui, ben, on a des chaudières euh, qui brûlent du lin. Il y a un exemple ici, donc, avec une chaudière qui est installée à Grandvilliers, qui va brûler entre 1500 et 3000 tonnes par an. C'est intéressant, mais quand on pense aux 400 000 tonnes disponibles sur l'ensemble du territoire, vous voyez qu'il va falloir installer énormément de chaudières pour pouvoir brûler ces ANA. Donc, il va falloir trouver d'autres types de développement. Par ailleurs, c'est la solution d'aujourd'hui, mais on va voir que je fais une proposition sur le slide suivant où peut-être demain, on pourra produire autre chose, et avec un exemple également de valorisation. Donc, chez nous, sur le territoire, un Wormhout, c'est une consonance bien flamande qui va ouvrir donc le centre aquatique l'année prochaine et qui sera chauffé également aux ANA. Donc, je veux parler d'énergie pour demain. Donc, effectivement, on parle d'un consortium, d'une fédération de recherche Condorcet. Donc, effectivement, voilà ce qu'on pourrait faire au sein de la SFR Condorcet comme valorisation des ANA, de cette biomasse lignocellulosique, hein, puisque l'intérêt de cette fédération de recherche, c'est de présenter énormément de compétences complémentaires. Donc, quand on prend ce petit schéma qui a été proposé chez nous, puisqu'on essaye de valoriser ça auprès du territoire, puisque un pôle lin a été validé par la région, donc on se dit que peut-être à un moment, il y aura des investissements et peut-être beaucoup de millions, c'est pourquoi pas, on peut rêver, de créer un consortium et un projet à plus grande échelle, où là, j'ai remis un certain nombre de compétences qui sont au sein de la SFR, donc l'université à l'URCA, donc qui pourrait très bien demain s'occuper d'une partie pyrolyse sur ces déchets d'ANA, mais également de chanvre, hein. Donc, l'UTC qui a les compétences sur les réacteurs et la biométhanisation, et l'UCEV, nous, sur le reformage catalytique, le pré-traitement des fibres par sonochimie, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est au sein de la SFR, ce sont des choses qui peuvent être demain, pourquoi pas, être mises en place. Donc, je profite de cette présentation pour vous peut-être quelques potentialités qui pourraient intéresser les collègues. Donc voilà. Si on va plus loin, effectivement, ces ANA, on a beaucoup de substances à extraire, hein, notamment la lignine. Donc, si on prend le pourcentage de lignine, de cellulose et d'hémicellulose qu'on peut retrouver dans ce genre de composés, hein, donc vous voyez, c'est 33% et presque 30% de lignine. Donc, si on
on reporte ça à l'ensemble des ANA produits en France, ça nous fait quand même 100 000 tonnes de lignine peut-être disponibles demain. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces matières-là, à un moment, ça peut alimenter des systèmes de bioraffinage dans lesquels on va retrouver la production de syngas, des plateformes chimiques, et voilà, et donc forcément production de cellulose et d'hémicellulose. Donc, en ce qui me concerne, puisque je suis très impliqué sur le territoire, effectivement, moi, je vois ça comme presque un rêve, où ce qu'on a fait dans l'Oise, effectivement, je me dis Oui, mais si tu veux, je repasse te voir après. pourquoi pas, on pourrait développer ça dans les Hauts-de-France et notamment dans les Hauts-de-Flandre avec la participation de la SFR et des collègues donc du Grand Est. Voilà. La lignine, ben, alors j'ai préparé ce slide. François, il faut que tu te méfies, tu as dépassé pas mal le timing. Ah, c'était 15 minutes, non? C'est déjà trop long, là? Ah bon. Ouais, mais enfin, on peut te laisser 1 ou 2 minutes, hein, t'inquiète Ah pas, ouais, hein. ouais, ok, bon. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis mon micro, puis je ne m'étais même pas Ah aperçu. d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Donc, ouais, Vas-y, vas-y. j'avais préparé pas beaucoup de slides. Donc là, c'était un petit clin d'œil aux collègues Damien qui vont présenter tout à l'heure. La lignine, ben voilà, ce qu'on peut faire également en termes de synergie, c'est de préparer des supports pour les batteries qui pourraient, pourquoi pas, intéresser le laboratoire, le LRCS d'Amiens. Donc, je voulais vous parler du mucilage. Je vais faire très court, hein. Le mucilage, donc, sont les polysaccharides qui sont issus des graines. Donc, 2 à 8% de la graine sèche. Donc, ça fait quand même 3 à 5 000 tonnes de gomme, hein. Donc, aujourd'hui, il y a un nouvel élan sur l'utilisation de ces polysaccharides, notamment en pharmacie, en cosmétique, etc. Mais aussi pour faire des matériaux. Donc là, je vais passer vite. Donc ça, c'était des composites qu'on a fabriqués à l'UCEV. Donc à partir de fibres de lin et de mucilage qui a été extrait des graines, notamment par voie sonochimique. Et on a montré que, donc ça c'est en cours de valorisation, j'ai pris beaucoup de retard sur la valorisation de mes travaux, l'introduction de mucilage par exemple dans les composites, ce qui permet de les alléger. Donc ça peut être utilisé comme matrice et on voit bien qu'on obtient des isolants avec des bonnes spécifications. Donc voilà. Donc je suis désolé d'avoir été un peu long. Bon, c'était l'occasion pour moi de faire vivre cette thématique-là au sein de la SFR et de pourquoi pas susciter l'intérêt des collègues. Voilà, je vous remercie de votre attention et désolé pour le supplément de temps. Pas de souci, François. En plus, vous avez dû assister en direct à quelque chose que je signalais à Hélène par ailleurs, où je vais me confier mes problèmes perso. C'est dingue, on met un panneau sur la porte disant visio en cours, ne pas déranger. Et les gens, ils viennent vous emmerder pour des problèmes de ressources humaines. C'est hallucinant. Mais bon, ça n'a rien à voir avec toi. Merci, François. J'ai noté quelques questions dans le chat. J'en ai vu en fait 2. Une à tiroir, j'appellerais ça comme ça, de Séverine, qui dit que, et c'est exact, les fibres de lin sont réputées pour des bonnes fixatrices de polluants vis-à-vis des métaux. Et c'est une plante qui a des capacités intéressantes à se fixer sur des sols pas classiques. Est-ce que c'est déployé sur le terrain? Est-ce que tu as quelques infos là-dessus? C'est un peu lié à la conférence précédente d'ailleurs. Alors oui, je suis en contact avec les tailleurs puisque en fait j'habite sur le même territoire qu'eux. Donc en fait, alors, ils ne sont pas vraiment intéressés par ce genre d'application parce que ce qu'ils disent, c'est que qu'est-ce que je fais avec mon lin une fois que il a absorbé les polluants. Eux, la fibre aujourd'hui, c'est valorisation textile et le reste, ils cherchent des développements à haute valeur ajoutée. Donc, ce genre d'application, ils en ont connaissance, mais aujourd'hui, après discussion avec eux, il faut reconnaître que ça ne les intéresse pas spécialement. Voilà, pour répondre clairement et directement à la question. Et du coup, en bondissant là-dessus, Grégory en a profité. Alors, il y a Séverine qui a dit on peut fabriquer des filtres pour des pollutions. Ça, c'est... Et Grégory qui a dit je suis obligé de poser la question, qu'apporte de plus le traitement par ultrason par rapport à un autre traitement?
Ben, le traitement ultrason, donc on est sur les effets mécaniques, hein, comme l'a cité tout à l'heure Grégory. Donc l'idée, c'est d'individualiser les fibres, un petit peu les décaper, les nettoyer. Alors, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est pas satisfaisant en termes de procédé unique. C'est la raison pour laquelle on avait proposé avec Brigitte Chabert et Angélique Guinvort un projet qui visait à une synergie entre les traitements enzymatiques et ultrasons, où là, on a des résultats qui sont beaucoup plus probants. Alors, on avait essayé un certain nombre de combinaisons, ultrasons, avant, enzyme ensuite, les deux ensemble, etc. Ce qui marche bien, c'est un traitement enzymatique, on va dire préparatoire, et ensuite un traitement ultrason. Et donc là, on obtient une individualisation assez intéressante, mais c'est toujours pareil, la problématique, c'est la montée en échelle. Tout ce qu'on fait en laboratoire, franchement, c'est magnifique, hein, surtout avec les ultrasons. Ça marche bien, mais dès qu'on passe sur des plus gros volumes, ça devient un peu plus compliqué. Mais aujourd'hui, la filière est très intéressée par ce procédé. On y travaille, notamment pour réintroduire de la filature en Haute-Flandre. Et enfin, une dernière question pour qu'on ne prenne pas trop de retard. Jean-Bernard Berg qui demandait, est-ce qu'on connaît la composition moléculaire de la fibre de lin? Est-ce que c'est 100% de cellulose? Tu as un peu répondu, mais... Non, non, bah, plus ça reste une fibre. Après, je vais faire attention à ce que je dis, parce que moi, je suis chimiste et je sais que faire Condorcet réunit quand même énormément de compétences et d'expertise dans le domaine, mais non, non, c'est pas forcément que de la cellulose. Tout autour, on peut retrouver l'hémicellulose, des phénols, des lignanes, enfin bref, la lignite. Donc, non, non, c'est une fibre, on va dire, un peu comme le chanvre. Ça ressemble beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Merci François. Merci à vous.